Le 14 janvier 1933 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Mater Dolorosa, texte intégral. À la suite du mémorable échec de sa Fin du monde, M. Abel Gans, qui a lu, il nous le fit assez savoir, Swedenborg, Novalis, Bacon, Leibniz, Héraclite et Spinoza, mais n'a jamais trouvé le temps d'acheter un Larousse de poche, voulut bien nous gratifier d'une lettre où il nous conseillait de cultiver un sens caricaturiste que nous ne nous soupçonnions certes pas, et qu'il reconnaissait pour sa plus grande joie dans notre esquisse de sa personne. Fort de ce conseil, nous sommes allés voir le second film sonore de M. Abel Gans, Mater Dolorosa, réplique d'un ancien film muet, avec l'intention bien nette d'en rapporter quelques petits croquis propres à réjouir l'auteur, dont la carrière cinématographique, comme chacun sait, n'est pas sans traverse. Mais pour ce faire, encore eût-il été indispensable que nous ayons pris à ce spectacle quelques divertissements. Or, Dieu nous pardonne si nous n'y avons ri un seul instant. Que l'on n'arrive même plus, malgré les meilleures dispositions, à se payer une pinte de bon sang devant les énormités ordinaires à M. Abel Gans, voilà qui devient grave pour lui et bien fâcheux pour nous, dans une époque où le comique de bonne qualité se fait rare. Nous n'avions pas vu jadis la version muette de Mater Dolorosa. L'intransigeance de l'extrême jeunesse ne nous eût pas permis de regarder ces images sans briser quelques fauteuils. Ainsi nous pûmes conserver quelques illusions sur le lyrisme de M. Abel Gans, au temps de sa Rome et de son Napoléon. Peu importe sans doute ce défaut d'information, puisque l'auteur, reprenant son ouvrage après plus de 15 années et une révolution générale du cinéma, n'a pu que chercher à la renouveler, à la remanier de fond en comble. Répondant implicitement aux objections qu'a toujours soulevé le rythme échevelé mais boiteux de ces spectacles, M. Abel Gans se déclare responsable du montage de Mater Dolorosa. La coquetterie est plutôt déplacée. Le film, en effet, consiste en une série de tableaux, coulissant les uns dans les autres, ni plus ni moins que dans un mélodrame très mal bâti. On nous introduit d'abord à l'hôpital durant la consultation pour les enfants d'un maître laryngologiste, le docteur Gilles Berliac. N'attendez de M. Abel Gans aucune humanité, aucune compassion vraie. Il ne voit dans la scène qu'un prétexte à nous tympaniser par des hurlements, des hoquets. Madame Berliac téléphone à son mari au moment d'une opération urgente et apprend qu'il n'a pas une minute à lui consacrer. Cette personne vraiment susceptible en conçoit un mortel dépit et va se consoler près de son beau-frère, le beau Claude, dramaturge réputé. La radio diffuse justement ce soir-là le dernier acte de Ses frères ennemis. On y entend se tuer la femme qui divise les deux héros. À cet instant, Madame Berliac, reconnaissant son destin, s'empare d'un bouquet de lys sous lequel elle dissimule un revolver et va se tuer. Claude voit le geste. Longue bagarre dans une jonchée de lys. Le coup part, à la fin, et Claude écope. Mais à la manière du héros d'opéra, il ne mourra qu'en plusieurs temps, après avoir persuadé Marthe Berliac qu'il n'a qu'une écorchure, tout en lui faisant jurer cependant qu'elle évitera tout scandale et se consacrera à l'enfant qu'elle porte, s'il venait à disparaître, ce qui arrive heureusement sans plus de retard. Au second acte, le ménage du chirurgien, enrichi de la petite Claudine, vit en paix, mais une lettre de Marthe, sans adresse, tombe grâce à un maître chanteur dans les mains de Gilles et lui apporte d'affreux soupçons. Est-il bien le père de Claudine ? Marthe, sommée de s'expliquer, proteste de son innocence, mais se refuse à dire qui elle a aimé platoniquement. Gilles, pour la contraindre, enlève Claudine, la séquestre. Marthe ne saura plus rien d'elle, si ce n'est qu'elle est gravement tombée malade. C'est alors que M. Abel Gans joue le grand jeu. On voit Gilles au chevet de Claudine, étouffé par la diphtérie, une seringue de sérum à la main. Mais une voix surnaturelle lui relie la lettre fatale. Nous ne saurons pas s'il a fait la piqûre. Un peu plus tard, un coup de téléphone affolé de l'infirmière l'appelle. Pas de doute, il n'a pas fait la piqûre, l'enfant est morte. D'ailleurs, ses domestiques déclarent qu'il semble porter un crime sur ses épaules. Cependant, sous un chromo de femelle hagarde et demi-nue, dont nous ne retrouvons plus dans notre mémoire le coupable, pratiquant assez peu ce genre d'œuvre d'art, Marthe gît dépoitraillée, la tête sur l'épaule.
Ne nous étonnons pas, le poncif sadique est de tous les programmes du grand Guignol. Marthe parle, elle avouera tout à Gilles, s'il lui fait revoir son enfant, vivante ou morte. Une auto emporte victime et bourreau à travers un paysage quelconque. Un grand mur à l'horizon, des cloches, un cimetière. C'est le dernier coup de M. Abelgance. L'auto dépasse le mur, parvient à un riant cottage où s'ébat la petite Claudine, à qui Gilles a donc bien fait l'injection. Une seconde lettre de Claude à Marthe, restituée par le maître chanteur repentant, arrange tout entre les deux époux. Ce n'est pas niais, encore moins comique, c'est ridicule et surtout affreux. Oublions la banalité, l'arbitraire grossier du thème, il pouvait rester une étude poignante d'un sentiment. Mais tout l'art de M. Gans consiste à éprouver les nerfs du spectateur, à peser sur eux en se livrant à un vacarme indécent. Cette douleur maternelle, inlassablement hurlée, reniflée dans un torrent de glycérine, incommode, offusque. Elle ne touche pas une seconde. M. Abelgans n'ayant pas su provoquer chez ses comédiens une seule réaction sincère. Appuyé avec des mines égarées sur les plus lourdes pédales du mélo, voilà désormais tout son art. Quant à son sens théâtriste, pour parler à sa façon, il se réduit à placer çà et là des escaliers que descend au ralenti quelques personnages sombres, à nous infliger un découpage scénique inadmissible chez un cinéaste libre de son sujet et qui se refuserait sans doute avec des mines indignées à photographier du Pagnol ou du Louis Verneuil comme le gros des mortels. Et pas l'ombre d'adresse dans les 2 ou 3 nœuds de ces énormes ficelles. Une exploitation éhontée de la candide sensiblerie du populaire. Il est joli, monsieur Gans. L'évangile de lumière que vous deviez prêcher par le cinéma. On eût été fort étonné si la découverte de la synchronisation n'avait pas achevé de mettre le désordre dans la cervelle, qui fut toujours creuse et bruissante, de M. Abelgans. Remarquez bien qu'il ne tire de la nouvelle technique que des effets faciles, puérils, usés dès le temps de La Roue est belle et des Trois Masques. Mais quelle chair que le cinéma sonore pour l'apôtre divagant de Prisme. Inutile de dire que tous les dialogues sont de sa main, avec des trouvailles dans le genre de « Notre folie nous égare » et un déluge de poésie. Le ciel tragique de nos existences, ma vie pareille à une ville dont on s'éloigne au crépuscule. Le rôle visuel de M. Abelgans se borne donc avec ses gerbes de fleurs, son mobilier et le cabotinage de ses interprètes, qu'on ne lui a certainement pas imposé puisqu'il a par exemple tourné déjà un film avec le pire, M. Samson Fenzilber, a élaboré des espèces de compositions que d'aucuns qualifient de plastiques. Mais Rochegrosse, Luc-Olivier Merson, Débat Ponson ou Lévy Durmer se prévalaient eux aussi de recherches plastiques. C'est de ce même style que s'inspire ouvertement M. Abelgans, dernier admirateur du fond heureusement désaffecté de l'ancien Luxembourg. Jusque-là, M. Abelgans n'a fait que ruiner sans espoir sa réputation, ce qui ne nous attriste plus car il l'a bien mérité. Mais où l'on se fâche, c'est quand ce pompier messianique, ce philistin délirant, se permet de mêler à ses élucubrations forcenées les plus belles stances, peut-être, d'Edgar Poe, la mélopée d'Annabel Lee. Faudra-t-il désormais, chaque fois que l'on se récitera l'immortelle complainte, que les grimaces et les absurdes clameurs de l'histrion viennent harceler notre souvenir? N'étaient les doutes que l'on peut formuler sur sa pleine responsabilité. L'on n'hésiterait pas une seconde à traiter de fameux polisson l'auteur de cette manière de forfait.